Située en fond de vallée et encadrée par des montagnes, l'aire grenobloise est un territoire où la question des transports en commun constitue un enjeu central. Cela fait partie de son histoire, de son identité, de son ADN. Depuis 50 ans, le SMAG, syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, et ses prédécesseurs, travaille et structure les connexions entre le centre de Grenoble et sa périphérie, imagine comment optimiser ces flux et cherche à apporter des réponses adaptées, concertées et pensées collectivement pour répondre aux besoins toujours plus grands en matière de déplacement. L'organisation des premiers transports en commun sur la région grenobloise, ça date du milieu des années 1850. Il y a eu 4 sociétés de tramway sur la région grenobloise. Le dernier service de transport de voyageurs en tramway électrique, c'était le dimanche 31 août 1952. Nous sommes dans une période où les transports en commun ont quasiment disparu, puisque nous avons malheureusement à cette époque-là démonté les dernières lignes de tram qui s'éteignent dans le territoire à la fin des années 50. Certains se souviennent ici de ces fameux bus avec antenne qui ont jalonné notre jeunesse et que nous aimerions bien d'ailleurs voir revenir dans le territoire et nous y travaillons. Le tram s'était dépassé à l'époque, les trolleys sont arrivés, c'est formidable. Il n'y avait pas de rails, ils circulaient bien dans la circulation, ils pouvaient se déporter plus facilement. Donc bon, ils avaient décidé de mettre en service des trolleybus, puis quand même aussi ils se sont dit on va mettre en service des autobus. Donc première ligne de trolleybus c'était le 29 juillet 1947 et la première ligne d'autobus un an et demi après, le 1er janvier 1949. Mais c'est une époque où le transport en commun est plus limité qu'aujourd'hui dans son organisation. J'ai commencé à une société où il y avait des cars qui n'en pouvaient plus, des cars qui étaient vieux, puisque là, à l'époque, la SGTE achetait du matériel d'occasion. Les bouchons, on les a connus assez tôt, par rapport à d'autres villes, d'autres agglomérations totalement plates ou à peu près plates, où les gens en pénètrent un petit peu de partout. Dans les années 60, oui, comme il y avait de plus en plus d'automobiles, ça arrivait à créer de gros problèmes. En juin 1973, le département de l'Isère et l'ancêtre de la métropole, le SIEPARG, décide ainsi de s'associer pour créer le SMTC, le syndicat mixte des transports en commun, afin d'organiser le premier réseau de transport collectif local. Une alliance qui va permettre une nouvelle révolution dans l'aire grenobloise en matière de déplacement, avec l'apparition des premières offres de transport collectif structurées à l'échelle du territoire. Et c'est lui, le SMTC, qui s'est mis à étudier à fond ce qu'il fallait faire. 4 ans après, en 1978, le parc avait quasiment doublé et il n'y avait plus que des véhicules neufs. Le matériel a évolué, les chauffeurs ont évolué, donc c'est modernisé, on a eu du matériel bien moderne. Comme vous avez pu voir à Grenoble, il y a beaucoup de voies réservées pour les bus. Non, ça a été une grosse avancée dans les transports. Riche et dense en universités et en instituts de recherche, l'aire grenobloise abrite un véritable écosystème de l'innovation. Et si les transports en commun ont toujours été à la pointe sur le territoire, ce n'est pas un hasard. Cette synergie avec la culture locale de recherche est ainsi un puissant moteur pour offrir des transports collectifs toujours plus performants et accessibles. Nous, là où on a été vraiment précurseurs, c'est l'accessibilité. On a pris beaucoup de soins pour les personnes handicapées. Ça, c'est vraiment une évolution qui est incroyable. Comme tous les bâtiments publics devaient être accessibles, les transports en commun aussi. C'est vraiment à la pointe du progrès dans les villes. Regardez, on est selon un chausson. Comment une personne peut descendre avec les escaliers? Avec un chariot, c'est pas possible. Quelqu'un l'aide pas, il peut pas descendre. C'est comme ça. Ça a vraiment évolué. Puis il y a eu ces bus qui sortaient une palette pour prendre les fauteuils roulants. Ça a été une fierté, quoi, de voir que Grenoble était à la pointe de la modernité dans ce sens-là. Hein. Je pense qu'à une époque, il y a beaucoup d'handicapés qui sont venus vivre sur Grenoble justement à cause de cette mobilité qui a été facilitée, quoi. Il va notamment y avoir la création de la CEMITAG, la société qui exploite le réseau de transport en commun de l'agglomération grenobloise. CEMITAG, Société d'économie mixte des transports de l'agglomération grenobloise. La CEMITAG, elle a donc été constituée, créée le 1er janvier 1975, donc beaucoup plus de services. C'est vrai que les gens, ça commençait à devenir intéressant au niveau de transport en commun. La plus grande critique qui était apportée à la SGTE, c'est que c'était un réseau concentrique. Mais il n'y avait aucune connexion d'un quartier à un autre quartier. Donc ça, c'est grâce au SMTC et à la CEMITAG qu'en 1980, il y a eu une première ligne qu'on appelle d'Eurocad, qui partait d'un point, qui allait sur un autre point, sans passer du tout par le centre-ville. C'est en 1981
ils avaient décidé de supprimer ce qu'on appelle une alvéole. C'était mieux pour les voyageurs parce qu'ils étaient transportés plus rapidement. Et puis comme les véhicules, ils faisaient plus rapidement leurs courses, éventuellement ils pouvaient rajouter une course de plus sans que ça coûte rien du tout. Le bus, il s'arrêtait le long du trottoir et il repartait en ligne droite. Grâce au SMTC et puis à la Semitag, le réseau se développait. Il y a une ligne, c'est la ligne numéro 15. Avant, quand il y avait 4000 voyageurs par jour, il fallait un bus toutes les 15 minutes. Et puis après, ils sont passés à 12 000 voyageurs par jour. Ils ont mis un bus toutes les 5 minutes. Et puis après, ça a monté à 20 000 par jour. En 1978, ils ont dit maintenant, il faut encore monter en puissance. Ils ont acheté des autobus articulés. Et là, on était donc à un bus toutes les 4 minutes. Nous avons aussi été dans les premiers à inventer des tarifications plus innovantes, et je pense notamment aux tarifications solidaires, qui ont été aussi une spécificité du territoire et qui aujourd'hui inspirent beaucoup de nos collègues dans d'autres régions de France. Dans un autre registre, la préparation et l'accueil des Jeux Olympiques à Grenoble en 1968 a été une formidable opportunité pour impulser de nouvelles perspectives et repenser l'espace urbain et l'offre de transport en commun pour répondre à l'afflux de personnes et à la demande accrue de déplacement. Écoutez, les Jeux Olympiques de Grenoble ont apporté beaucoup de changements dans Grenoble. Il y a tellement de travaux pour les Jeux Olympiques, c'était gros. Et à l'époque, il n'y avait pas de tram. Ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, on avait 14 lignes de transport en commun, 4 lignes de trolleybus et 10 lignes d'autobus. On savait très bien que ça n'allait pas être suffisant. Donc la SGTE avait loué des autobus du réseau de Lyon, transport en commun lyonnais. D'autre part, il avait été décidé de créer 3 lignes supplémentaires, plus 2 navettes qui étaient totalement éphémères. Elles ont fonctionné du premier jour au dernier jour des Jeux Olympiques. Alors c'était 40 autobus de la RATP qui étaient venus à Grenoble pour mener les spectateurs dans les stations. Il y avait 5 stations. Donc ils se sont dit, il faudra que les gens soient tous transportés en autocar. Donc il y a une société qui a été créée, éphémère, qui s'appelait la Transolympe. Et il y avait un peu plus de 750 autocars qui sont venus de toute la France. Les spectateurs, dans le prix de leur billet, était compris aussi le transport dans l'autocar. Et puis ils arrivaient avec leur billet, ils prenaient le car, ils montaient dans X ou Y station, et puis ils assistaient aux épreuves, et voilà. Plus tard, les Jeux Olympiques d'hiver en 1992 à Albertville vont eux aussi fortement mettre à contribution les transports collectifs grenoblois pour permettre aux athlètes et au grand public d'assister à ce grand événement sportif. Les transports en commun se placent alors au cœur de l'attractivité du territoire. Alors à l'époque, Albertville n'avait pas de réseau de transport urbain, donc ils avaient demandé à la Semitag de faire un petit peu ce que la RATP avait fait à la SGTE en 1968. Il y a pas mal de chauffeurs de chez nous qui ont été détachés là-bas pour faire du transport en commun, pour servir les athlètes et tout ça, faire comment on appelle ça, des navettes. Ils avaient loué 25 autobus avec le personnel, bien entendu. Et les autobus de la Semitag faisaient la jonction avec la ville-centre, voilà, d'Albertville. Et puis après, de l'autre côté, un petit peu comme à Grenoble, quand c'était pour aller dans les stations, c'était des autocars qui avaient été loués, puis qui allaient à droite à gauche sur les stations. La fin des années 80 marque une étape importante avec le grand retour du tramway moderne à Grenoble pour répondre à ce besoin toujours plus grand en matière d'offres de mobilité. Un retour qui a pourtant fait polémique à l'époque. L'Automobile Club grenoblois, il n'était pas, on dira comme ça, il n'était pas pour, voilà, parce que c'est vrai que c'était automatiquement créé des couloirs réservés, donc ça diminue un peu la surface de la voiture. Et avant de lancer une étude, ils se sont dit, on va proposer à des Grenoblois de donner leur avis. Donc le 27 novembre 1982, il y a 400 Grenoblois par train spécial qui sont allés à Zurich et qui sont allés voir un petit peu ce que ça donnait. C'est quand même un réseau où il y avait déjà 13 lignes qui représentaient 110 km de longueur et il y avait 380 tramways. La plupart, ils n'en revenaient pas. Donc c'était très positif. Si les élus sont arrivés à être convaincus pas trop difficilement, par contre la population c'était une abomination. Il y a 2 villes en France qui ont fait un référendum, c'est Brest et Grenoble. Alors Grenoble ça a été assez tôt, donc c'était le 22 juin 1983. Et le résultat est intéressant de constater que 53% de ceux qui ont participé à cette consultation à l'époque se sont prononcés pour le oui. Il y a eu les travaux, bien sûr, les travaux aussi, ça a nuit beaucoup de choses.
Ça, tous les gens s'en rappellent, hein. Des trous partout, des voies posées, des ponts inter... Enfin, c'était vraiment un travail titanesque. Ils demandaient des volontaires au départ. Moi, j'ai fait partie des volontaires parce que comme j'aime beaucoup la conduite, donc j'ai eu mon habilitation tram et j'ai attaqué la conduite pour commencer sans le public. C'est-à-dire, on faisait le rodage des rames, voir tous les défauts qu'il pouvait y avoir, etc. quoi. Je n'hésitais pas, moi, j'étais une des rares à mettre à fond dans les lignes droites pour voir jusqu'où pouvait monter le tram, à quelle vitesse il pouvait monter. Ensuite, on a fait l'ouverture au public. Les gens ne circulaient plus de la même façon, il a fallu qu'ils s'adaptent, surtout pour les automobilistes. Les voitures, oui, qui n'étaient pas habituées, qui tournaient, qui restaient sur les rails, etc. quoi. Avant cette mise en service qui a marqué les esprits, la conception de ces nouvelles rames a fait l'objet d'un travail important pour rendre le tramway 100% accessible aux personnes à mobilité réduite, grâce à une grande mobilisation portée par des associations de personnes en situation de handicap. L'Association des paralysés de France, section de Grenoble, qui n'a eu de cesse d'aller voir les élus et de leur dire, écoutez, on va avoir un nouveau tramway, il faut que ce tramway soit accessible. Premier tramway au monde accessible aux personnes en fauteuil roulant, c'est Grenoble. Les personnes handicapées peuvent monter dans toutes les trams et en descendre facilement. Une chose qu'avec un car, on ne peut pas bien faire partout. Les élus, ils transmettaient ça au constructeur de tramway qui était Alstom. Donc, l'essieu coudé, ça a permis à ce que sur le tram de Grenoble, la partie centrale, ce qu'on appelle l'essieu porteur, ils ont pu descendre le plancher à 34 cm. Et carrément, de la première porte, deuxième porte, troisième porte, quatrième porte, 70% de la surface du véhicule, elle était surbaissé. Il y a une avancée sur les trams, plus ça va, dans quelques années, c'est encore mieux. Un tram, il a évolué quand on prend les premiers trams qui sont sortis, et actuellement, on voit les grosses différences. C'est du succès, oui, bien sûr. Oui. C'est vrai qu'avec le bus, c'était différent, ça n'a rien à voir. Le tram a servi de relais à beaucoup de cars qui n'existent plus, des compagnies qui n'existent plus. On a pu, pas tout de suite, mais assez rapidement, lui donner beaucoup de priorité au feu tricolore, que ça n'a pas été tout à fait le cas pour les lignes de trolleybus et d'autobus. Au niveau de la population, c'est sûr que c'est plus facile pour eux, c'est plus moderne, ça secoue moins, c'est pas pareil. Il faut que les gens puissent bouger, passer à un autre, voir autre chose qu'ils ont tous les jours sous la vue. Les gens ont redécouvert leur ville d'une autre façon. Tout le monde prend le même transport en commun, les mêmes problèmes. Mais c'est aussi un formidable outil de rénovation urbaine, d'amélioration et d'embellissement du cadre de vie. Lorsque nous construisons du tramway, nous rénovons les espaces publics, nous amenons plus de végétalisation des espaces, nous réorganisons aussi la place des piétons, la place des vélos, la place des voitures. Tout le monde retrouve une place beaucoup plus adaptée dans une logique d'apaisement et d'amélioration du cadre de vie. En janvier 2020, une nouvelle étape est franchie, avec la création du SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. 3 territoires qui ont décidé de s'associer sur le sujet, la métropole de Grenoble, mais la communauté de communes du Grésivaudan, la communauté d'agglomération du Pays Voironnais et également avec le soutien du département de l'Isère. Et si nous avons pu le faire, c'est aussi parce qu'il y a eu des équipes, des élus qui se sont engagés pour ce territoire et je veux avoir une pensée pour l'ensemble de mes prédécesseurs sur cette question. Il y a eu Louis Maisonnat en son temps, il y a eu évidemment Gilbert Biessy, Charles Descours, Claude Bertrand, Marc Bayetto, Michel Issindou, Yannick Olivier et Yann Mongaburu. Toutes ces personnes et leurs équipes, bien entendu, et les élus du territoire ont permis pendant ces 50 dernières années de créer l'offre de transport qui est celle d'aujourd'hui et que nous continuons de développer. Aujourd'hui, les frontières administratives doivent être dépassées, car en matière de mobilité, par définition, ces frontières n'existent pas. Le SMAG continue ainsi d'œuvrer à cette connexion des habitants les uns avec les autres et à répondre à leurs besoins de déplacement au sens large, avec désormais de nouveaux enjeux tels que la place du vélo, la promotion du covoiturage et de l'autopartage, ou la mise en place d'outils numériques facilitant les déplacements comme l'appli M. On peut d'ailleurs souvent se déplacer avec plusieurs modes différents dans une même journée ou dans une même semaine. Et c'est en ce sens que nous devons travailler cette complémentarité, cette connexion entre l'ensemble des modes de déplacement qu'on appelle la multimodalité, mais aussi l'intermodalité. Et nous investissons pour l'avenir sur ce point
en préparation du futur RER ferroviaire. Parce que c'est aussi une des grandes réponses de demain, c'est cette espèce de fil conducteur qui peut traverser le territoire et les relier les uns aux autres. Et ce ne serait pas possible si le Grésivaudan, le Voironnais, la métropole, le département de l'Isère et même les autres territoires limitrophes ne travaillaient pas dans la même direction pour ce faire. C'est un travail permanent qui ne s'arrête jamais et qui doit en permanence s'alimenter par rapport aux enjeux, aux besoins, mais aussi aux évolutions des technologies. Je pense notamment au projet de transport par câble. Nous avons un projet qui est très avancé sur le territoire de la métropole qui va nous permettre de franchir des obstacles naturels de manière beaucoup plus aisée. Et donc cette technologie, elle va apporter cet avantage et en plus, elle consomme beaucoup moins d'espace au sol. Elle est décarbonée et donc c'est un vrai transport de demain, un vrai transport d'avenir qui apporte par rapport à la spécificité de notre territoire des réponses. C'est une innovation qui doit apporter un progrès, une amélioration dans le quotidien de nos habitants et c'est bien cela que nous sommes en train de faire sur ce service de transport comme sur tant d'autres. Oui, le câble serait une très bonne chose, c'est vrai. Il faut aller vers un meilleur transport, mieux desservir les gens. Les grands défis en matière de déplacement auxquels notre territoire va devoir faire face s'inscrivent en regard des évolutions de la société. Ils nous obligent à rester innovants et pionniers, mais aussi à travailler à une mobilité décarbonée, plus collective et respectueuse de l'environnement, afin de répondre ensemble aux enjeux cruciaux de demain.